Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, voici une nouvelle fois. On se retrouve avec Darachid, chez lui, qui nous accueille à chaque fois. Cette fois-ci, il y a le maréchal avec nous, Nasser Yanat. Darachid, bonjour. Tout d'abord, merci, mes remerciements pour votre visite chez moi. Vous êtes déplacé de Paris jusque chez moi. C'est un effort quand même. Je tiens à vous en remercier. Merci pour l'accueil toujours chaleureux. Darachid, on va commencer tout de suite, on va pas tarder. Oui. Hein? La situation actuelle en Algérie. La situation actuelle en Algérie. Alors, dire qu'elle est bonne, elle ne l'est pas. Dire qu'elle est engagée dans une voie qui n'est pas mauvaise, je pense que c'est vrai. Au sein de l'opposition radicale, notamment chez les islamistes et les idiots utiles qui les accompagnent, qui se réclament du socialisme et même parfois de la kabylie, on dit que tout va mal, que rien ne va bien, et que la perspective d'avenir est une mauvaise perspective, que rien n'est fait dans ce sens. C'est de l'exagération, c'est du mensonge. En ce qui concerne le pouvoir dit que tout va bien en Algérie, tout va pour le mieux que dans le meilleur des mondes, c'est également un mensonge. La situation économique et sociale en Algérie est loin d'être bonne et durant encore longtemps, quels que soient les progrès qui peuvent se réaliser, la situation demeurera précaire en Algérie au point de vue économique et au point de vue social. Maintenant, ces dernières années, je dois reconnaître que le pouvoir algérien, dans le domaine du développement économique, a fait des progrès qui sont certains. Incontestablement, l'Algérie est engagée dans la voie du renouveau, dans la voie du développement. Il y a eu un code d'investissement qui a été décidé, c'est un code qui est heureux. Il y a une ouverture qui s'est faite, c'est une ouverture qui est heureuse. L'avenir, on ne peut pas dire qu'il sera brillant. En tous les cas, l'avenir a plus ou moins brève échéance et à moyenne échéance. Mais enfin, je pense que le pays est engagé dans une voie qui n'est pas mauvaise. Elle est ouverte à l'investissement en ce qui concerne les Algériens eux-mêmes qui peuvent investir, et en ce qui concerne également l'appel qui est fait vers l'extérieur. On intervient de l'extérieur, on intervient y compris en Europe pour investir davantage en Algérie, et c'est un profit pour le pays. Je pense que c'est une chose qui est heureuse. Maintenant, dire que très rapidement les choses iront pour le mieux, c'est une erreur, c'est un mensonge que de le dire. Ça sera une évolution qui sera lente, qui demandera du temps, qui demandera pas simplement des années, mais qui demandera des décennies. En ce qui concerne le développement économique du pays, j'ai dit que le pays est engagé dans une voie qui n'est pas mauvaise. En ce qui me concerne, je la soutiens. Et je la soutiens de manière totale. Je la soutiens d'une part parce qu'elle permet de résorber progressivement le chômage, elle permet d'accroître le pouvoir d'achat des gens, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Elle nous intéresse, nous, sur la question nationale, moi qui est davantage intéressé par la question nationale, elle m'intéresse énormément. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus le pays se développe économiquement, dans la voie des infrastructures, dans la voie de l'agriculture, surtout dans la voie industrielle,
et plus le niveau d'évolution du peuple grandit, plus il s'élève, plus le pays rentre dans la modernité. Or, la modernité, c'est la source de toute solution d'importance nationale. C'est celle-là qui permettra, c'est ce développement, qui permettra de conduire à la modernité, et c'est cette modernité qui permettra de résoudre la question nationale et d'autres questions démocratiques, etc. Donc, et là, je me permets d'aller jusqu'à demander à tous les Algériens, où qu'ils se trouvent, plus précisément à l'élément kabyle qui est davantage à l'étranger, qui se développe à l'étranger, de venir investir en Algérie. Je pense que c'est leur intérêt, je pense que c'est l'intérêt également de la solution de la question nationale en Algérie. Donc économiquement, pour vous... Tout n'est pas parfait, c'est loin d'être parfait comme on le dit, mais on s'est engagé dans une voie qui n'est pas mauvaise. On appelle à des investissements, il y a des ouvertures qui sont faites, on appelle à des investissements du côté des étrangers comme du côté des nationaux, et on investit, on est en train d'investir actuellement, on s'est engagé dans la voie du développement, c'est une chose qu'il faut reconnaître, c'est une chose qui est certaine. Moi je pense qu'il y a eu déjà cette ouverture, et d'ailleurs Hugo Chavez est venu voir Bouteflika, et il a dit, vous avez vendu vos terres aux Américains, et suite au passage de Hugo Chavez, le Vénézuélien, Bouteflika s'était rétracté. Est-ce que laisser le champ ouvert aux multinationales ou à d'autres pays? Vous savez, dans l'ancien temps, on disait qu'il fallait absolument préserver les richesses du pays des étrangers. Il faut absolument les préserver. Il faut que les ressources du pays soient développées par les hommes du pays. On a essayé cette solution. Elle a été essayée partout, y compris avec l'effort qui a été fait dans le cadre de la démocratie. Ça a été un échec. Ça a été partout un échec. Maintenant, il faut s'ouvrir à l'étranger. Il y a un investissement qui vient de l'extérieur. Cet investissement n'est pas gratuit, il ne faut pas l'oublier. Il n'est pas gratuit. Mais à l'inverse de ce que faisaient les impérialistes et les colonialistes, qui œuvraient essentiellement dans leur propre intérêt, là, il faut travailler dans l'intérêt du pays, mais aussi il faut tenir compte également de l'intérêt des étrangers. C'est donnant. C'est un peu ce que font par exemple actuellement les Chinois. Les Chinois, à l'inverse des Européens, à l'inverse des Américains, investissent considérablement à l'étranger, mais sur la base de leurs propres intérêts, mais aussi des intérêts de ces pays dans lesquels chez lesquels ils investissent. C'est donnant. Et c'est comme ça que l'on peut évoluer. Actuellement, il fut un temps, on disait que l'évolution d'un peuple ne peut se faire que dans le cadre de la démocratie. En dehors de la démocratie, un peuple ne parviendra pas à évoluer. Et il y a eu des exemples dans ce sens qui attestent de la réalité de cette chose. Mais maintenant, elle n'est plus suffisante. Elle est plutôt rejetée. Maintenant, il y a l'exemple de la Chine. La Chine, lorsqu'elle était isolée, eh bien, son développement n'était pas insuffisant, était très insuffisant. Depuis Deng Xiaoping et l'évolution qui s'est faite par la suite, on s'est ouvert à l'évolution, à l'investissement extérieur. On est venu de l'extérieur, non pas pour faire plaisir aux Chinois, mais aussi c'est leur intérêt, mais c'est aussi l'intérêt des Chinois. Et à la longue, on a vu où est arrivée la Chine, qui est devenue actuellement le deuxième pays le plus développé, le plus engagé dans la voie du développement du monde, après l'Amérique. Ils se sont ouverts à l'étranger, il y a eu des investissements qui sont venus d'un petit peu partout, et ça a considérablement aidé au développement du pays.
Ça s'est fait, évidemment, pas dans le cadre de la démocratie, dans le cadre de la dictature, malheureusement. Voilà. Il faut un pouvoir fort. En ce qui concerne l'Algérie, évidemment, la solution dictatoriale n'est pas en tout cas la mienne. Il faut un pouvoir fort. Il faut un pouvoir fort pour conduire un développement rapide en Algérie. Et dans tous les pays sous-développés, il faut un pouvoir fort. Mais un pouvoir fort ne veut pas dire nécessairement une dictature. Un pouvoir fort veut dire l'union du peuple. Si le peuple est uni, si les classes sociales fondamentales des peuples en voie d'évolution sont unies, eh bien, ça peut laisser une ouverture à la démocratie, bien sûr, et ça peut permettre un développement rapide au point de vue général et surtout au point de vue économique. Tous ces pays sous-développés, l'Algérie comprise, doivent chausser des bottes de cette lieu. En ce qui concerne précisément l'Algérie, puisque c'est le problème qui nous intéresse au premier chef, eh bien, le pays, c'est un pays qui est divisé. C'est un pays qui est divisé. Il y a ceux qui se réclament de l'arabité, qui disent que l'Algérie est arabe et qu'une partie des Algériens sont des Arabes, et il y a de l'autre côté des berbérophones. Tant que cette question n'est pas réglée, l'unité de pays ne peut pas se faire, un pouvoir fort ne peut jamais se réaliser. Il faut réaliser un pouvoir fort en Algérie, qui est la condition fondamentale du développement rapide du pays. Mais pour la réaliser, il faut résoudre la question nationale. Il faut absolument résoudre la question nationale. Et nous arrivons, si vous voulez bien, à l'examen de la solution nationale. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser. Est-ce que vous pensez que le pouvoir en place œuvre dans ce sens? Le pouvoir, malheureusement, n'œuvre pas dans ce sens, mais les choses évoluent. Que le pouvoir y participe ou n'y participe pas, il évolue, l'Algérie évolue dans ce sens. Au sein de certaines institutions, notamment dans l'armée, la question nationale est posée maintenant. Il y a des discussions qui sont excessivement sérieuses. On considère de plus en plus certains considèrent de plus en plus que l'Algérie n'est pas arabe. Tandis qu'il y a quand même une autre partie qui reprend les vieilles antiennes. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais le pays est maintenant bien engagé dans cette voie. Par contre, le pouvoir civil, y coupé en lieu, eh bien, sa politique n'est pas suffisamment claire. On a fait dire à des gens que, en réalité, eh bien, c'est une question de temps. On va faire en sorte que l'Algérie évolue dans le sens de l'algérianité, que l'élément berbérophone sera de plus en plus pris en considération. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de sérieux qui a été fait. Nous sommes en deçà de ce qu'a fait Bouteflika. Nous sommes absolument en deçà de ce qu'a fait Bouteflika. J'ai un peu cette impression que le pouvoir civil en Algérie est davantage intéressé par les affaires que par la question nationale. C'est-à-dire la question qui l'intéresse en priorité, c'est attirer des investissements de l'étranger, et la question nationale, elle est mise au deuxième plan. Il y a des choses qui sont faites, il y a des tolérances qui existent incontestablement, quelques petits mouvements, mais c'est absolument insignifiant. Si vous le voulez bien, on peut rentrer en profondeur sur cette question-là. Alors, le paradoxe, c'est que on vient d'ouvrir une académie de la Roqia et on interdit les cafés littéraires. Non, mais ça c'est certain. En Algérie, c'est une dictature. Il y a même un raidissement du pouvoir dictatorial en Algérie. Souvenez-vous de ce que j'ai dit dans le passé. J'ai dit que les manifestations d'Hirak vont échouer inévitablement. Oui. Cet échec va entraîner
un découragement auprès des masses, elle va entraîner la perte des illusions qu'ils se sont offertes. Et c'est le pouvoir qui va bénéficier. Le pouvoir finira par devenir un pouvoir fort pendant toute une période historique. C'est ce que j'ai dit, vous vous souvenez? Oui, oui, absolument. Eh bien, ça s'est fait. Plus encore, le pouvoir s'est raidi ces derniers temps. Incontestablement, il s'est raidi. On ne peut pas parler de démocratie actuellement en Algérie. Tout comme ceux qui se réclament de la démocratie sont un peu, versent un peu dans le romantisme. Il faut, dans le rêve, il ne faut pas croire que compte tenu du développement des pays sous-développés, on peut réaliser une véritable démocratie. C'est quasi, pas totalement, c'est quasi impossible. La démocratie, c'est une création continue, comme toute chose d'ailleurs. Et qu'est-ce qui l'empêche justement? Mais c'est l'insuffisance du développement, le retard du pays, le retard des pays. Dans tous les pays, c'est comme ça. La démocratie a mis du temps pour s'installer, par exemple, en France, pour s'installer en Europe. Les dictatures ont interné, depuis des coups d'État, ont interné des pays démocratiques. Il a fallu longtemps depuis la Révolution française. Eh bien, déjà, dès le début de la Révolution française, eh bien, c'est la dictature, c'est Bonaparte qui a pris le pouvoir. Et puis, par la suite, il y a eu Charles X. Et puis, par la suite, lorsqu'il y a des petites tentatives, il y a eu des renversements. Et ça a duré. C'est Napoléon III. Ça met du temps pour que la démocratie s'installe. Il ne faut pas rêver. Parler d'une démocratie, il faut en parler. Il faut éduquer les masses dans ce sens, mais penser à la réaliser dans les médias, c'est un rêve. Un rêve que l'on ne réalisera pas, surtout lorsqu'on ambitionne un développement rapide du pays. À mon avis, il faut accorder la priorité au développement le plus rapide du pays, parce que c'est la modernité, encore une fois, qui nous permettra de résoudre tous les problèmes, la question nationale et la question de la démocratie. Comment expliquez-vous, par exemple, la Corée du Sud, le Vietnam et encore récemment... Le Vietnam, c'est la copie de la Chine. En ce qui concerne la Corée du Sud, on a tout fait pour la développer, pour contrer la Chine. C'est de l'extérieur qu'on l'a développée. Mais pendant toute une période, c'était une dictature lamentable, une dictature affreuse qui s'était installée là-bas. Et puis plus tard, il y a eu des interventions, notamment des Américains et d'autres éléments, du Japon, etc., etc. On a aidé considérablement la Corée du Sud, qui était l'un des pays les plus développés actuellement du monde. Absolument. Ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de réaliser la démocratie. Donc c'est possible, mais avec l'aide d'une puissance. C'est possible, mais c'est rare. Ce n'est pas habituel. Actuellement, les pays sous-développés ont pour tentation d'imiter la Chine. C'est pour ça, un petit peu partout, on voit des coups d'État qui sont en train de se faire. Par exemple, en Afrique. Et là où il existe la démocratie, c'est une démocratie formelle. En réalité, c'est une dictature avec des couvertures démocratiques. Ouais. Mais encore une fois, en Algérie, je suis pour un pouvoir fort qui résultera de l'unité des forces nationales fondamentales. Le pays n'est pas grandement développé pour qu'il y ait une bourgeoisie comprador qui compose avec l'extérieur. Actuellement, elle existe, mais elle est absolument mince. C'est la bourgeoisie moyenne qui existe. La bourgeoisie moyenne, elle est révolutionnaire, et la classe ouvrière est révolutionnaire. Elle est au moins en puissance, en potentialité, elle est en puissance. Le reste du peuple est révolutionnaire. Ce qui fait qu'on peut rassembler toutes ces forces et constituer un pouvoir fort. La masse de la bourgeoisie qui peut composer à l'extérieur est insignifiante, elle peut être très facilement neutralisée. Il y a aussi les islamistes qu'il faut neutraliser de manière absolue, bien sûr, qui tirent le pays en arrière. Je voudrais qu'on passe à la Palestine, ou à ce qu'il en reste, Gaza. Mais auparavant, est-ce que vous voulez qu'on parle des relations algéro-françaises et notamment le déplacement de Macron au Maroc? Si vous voulez, on peut en parler. Moi, je pense que, vous savez, l'Algérie, elle est dans la sphère d'influence occidentale.
Étant dans l'influence occidentale, ces rapports les plus importants, notamment au point de vue commercial, au point de vue développement économique, se fait avec ce monde occidental, notamment avec l'Europe. Je pense que l'Algérie a intérêt à développer ses relations avec l'Europe. Dans un passé qui n'est pas lointain, elle s'est plutôt rangée dans le camp de la Russie, dans le cas de la Chine, et elle s'est reçue de manière plutôt forte. Et elle a été hostile à l'Occident. Sentimentalement, c'est juste. Mais s'il est vrai qu'un pays doit rechercher avant tout ses intérêts, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si vous vous souvenez, lorsque je vous avais reçu, en tous les cas, dans d'autres déclarations que j'ai faites, j'ai appelé l'Algérie à pratiquer une politique de non-alignement. C'est cette politique qui convient pour l'Algérie. Elle convient pour l'Algérie parce qu'elle peut tirer profit et du monde occidental et de l'autre monde qui est en train de s'affirmer et même de l'emporter. Mais elle doit pratiquer une politique de non-alignement tout en favorisant un monde multipolaire. Et elle doit le faire, non pas brutalement comme elle a l'habitude de le faire jusqu'à maintenant, c'est de l'infantilisme qui prévaut chez elle. Pour elle, il y a la palette à deux couleurs, c'est le noir et c'est le blanc, alors qu'en réalité, la palette d'un peintre est normalement beaucoup plus fleurie, beaucoup plus grande. Et puis, avec ça, elle permet une politique de bascule. Si l'un nous ennuie, eh bien, on va chez l'autre. Donc, il faut pratiquer de manière intelligente, encore une fois, de manière prudente, de manière habile, une politique d'un monde qui favorise un monde multipolaire. Un monde multipolaire au rapport de force équilibré. Il ne faut pas que l'Amérique soit plus forte que les autres. Donc, au point de vue rapport des forces, il faut que les rapports soient équilibrés. Il faut travailler dans ce sens. C'est l'intérêt de tous les pays sous-développés. C'est l'intérêt également de l'Algérie. Il faut donc pratiquer cette politique de non-alignement, mais la pratiquer de manière intelligente. Il m'a semblé que ces derniers temps, le pouvoir a fait un pas en avant dans cette direction. Elle l'a fait évidemment sans accroc, elle l'a fait avec des erreurs, avec des fautes. Il est vrai que ce n'est pas facile. En fait, ça ne se fait pas facilement, ça se fait avec beaucoup de difficultés, ça se fait avec beaucoup d'erreurs. Et puis cette manière d'agir des Algériens, du pouvoir algérien, qui est assez primaire, mais elle se fait, à mon avis, quand même. Alors, en ce qui concerne l'Europe, il est important que nous ayons de bons rapports avec eux, et en ce qui concerne la France, encore davantage. La France doit être la base qui doit nous pousser à étendre nos possibilités d'action à travers l'Europe entière. Or, c'est avec l'Europe que l'on se fâche. C'est devenu un fonds de commerce. Dès qu'on essaye de faire un rapprochement avec la France, il y a un soulèvement d'une partie du pays qui se soulève et on fait un pas en arrière. Je me souviens d'un certain nombre de personnalités qui ont critiqué tout rapprochement avec la France et qui étaient au pouvoir et qui, lorsqu'ils sont sortis au pouvoir, sont venus s'installer en France. Il y a eu notamment un ministre... Des ministres. Un ministre des Moudjahidines. Des anciens Moudjahidines. Des anciens Moudjahidines qui est venu s'installer à Lyon, rejoindre son fils à Lyon. Tout cela... Avec la nationalité française. Tout ce... c'est une précision que je ne connais pas. 4-6 jours de 10 ans. Comment c'était? Ah oui. Voilà, tout cela, ce n'est pas notre entrée. Évidemment, à force d'avoir une telle attitude, un tel comportement, la France qui est pourtant
avec Macron, assez bien disposée vis-à-vis de l'Algérie. Eh bien, elle a fini par s'impatienter, elle a fini par faire un choix en ce qui concerne cette question du Sahara occidental, elle a fini par faire un choix qui est un choix pro-marocain plutôt qu'algérien, mais c'est l'Algérie qui y a en grande partie poussé. Avant, sa politique était plus équilibrée. Comment expliquer sur les 5 voisins, nous sommes fâchés avec 4, mis à part la Tunisie? J'ai pas bien entendu. Comment ça se fait que les pays qui sont autour de l'Algérie, on est fâché avec eux, sauf avec la Tunisie? La Tunisie parce qu'on paye des employés tunisiens. Il y a une tendance incontestable de l'Algérie de pratiquer une sorte de politique d'hégémonie. C'est incontestable. Même lorsqu'ils développent le pays, ils disent qu'ils vont vendre la marchandise qu'ils ont en surplus, ils pensent automatiquement aux pays africains. Et ils le disent de manière tout à fait maladroite. Non, avec les pays africains, on pratique une politique commerciale avec eux, mais on ne fait pas comme font les colonialistes et les impérialistes, produire pour vendre aux colonies, pour prendre aux pays qui sont moins développés. C'est un peu ce que laissent penser les positions de l'Algérie. C'est une erreur. C'est une erreur. Et puis, il y a une tendance un petit peu à intervenir dans les affaires du Niger, un peu dans les affaires du Mali, et cela a déplu tout simplement avec de bons sentiments. Mais avec de bons sentiments, on peut faire de mauvaises choses. On croit travailler dans l'intérêt d'un rassemblement, d'une entente avec l'Afrique, alors qu'en réalité, on nuit à cela. Justement, puisqu'on parle de la question économique, c'est la question nationale. Peut-on séparer justement la question économique de la question nationale? Parce qu'il y a des petites questions dans une question. Prenons l'exemple des investisseurs existants déjà en Kabylie. Ils sont tous sous interdiction de sortie. Donc, ça d'un côté sur le plan économique déjà. Et puis, il y a l'isola de l'Algérie, soit à l'extérieur diplomatiquement, il est complètement isolé. Comment on peut créer un code de commerce quand on s'est fâché avec tout le monde? Et même l'ancien colonisateur, la France, dernièrement. Deuxième point, c'est la question nationale. Comment on peut libérer le pays quand on met fin des cafés littéraires en entier, complètement. Et puis, quand on met des centaines de prisonniers, et des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion, parce que parmi eux, il y a des universitaires, il y a des écrivains, il y a des politiques, il y a des militants, quoi. Il y a plusieurs centaines. Donc la question, peut-on séparer justement comment résoudre ça? C'est la question nationale et la question économique, puisqu'elle n'est pas elle n'est pas sur rail, quoi. Alors, la question est plutôt politique, la question est plutôt qu'économique ou nationale, elle est plutôt politique. Il y a, je l'ai dit, un raidissement de la dictature qui s'exerce dans le pays. Et s'il y a ce raidissement, c'est parce que précisément l'Algérie se sent en danger. Elle se sent en danger. Elle se sent en danger avec tout ce qui est en train de se produire. Elle se sent en danger pour des raisons où elle a une part de responsabilité. Elle se sent en danger du fait de la situation globale. Il est incontestable, par exemple, en ce qui concerne la question de la Palestine. Il est incontestable. Il faut, de mon propre point de vue, moi qui suis partisan des causes justes, je pense que la Palestine est opprimée, elle est opprimée, et la politique d'Israël, c'est une politique d'expansion, une politique de destruction, une politique pas simplement hégémonique, mais une politique de destruction du pays. Bon, c'est la Palestine qui souffre, même si elle a pour défenseur des gens qui n'ont pas mon appui, le Hamas et puis le chose, mais enfin c'est la Palestine que l'on essaie d'éradiquer, que l'on essaie de tuer. Je suis pour la Palestine.
mais pas au point quand même d'être au devant de la scène dans la lutte pour la Palestine. Il faut soutenir la Palestine, il faut la soutenir parce que c'est une cause juste, il faut la soutenir politiquement, il faut la soutenir diplomatiquement, il faut la soutenir par tous les moyens possibles, mais enfin en tenant compte des intérêts de son propre pays. Or, on est au devant du front. On est tout à fait au devant du front. La cause palestinienne, elle est devenue, c'est comme si c'était l'Algérie qui était attaquée. C'est excessif et on se fait des ennemis. On se fait des ennemis. Israël, c'est une puissance, il ne faut pas l'oublier, c'est une puissance qui est assez importante. Le camp occidental qui soutient Israël, c'est aussi une puissance qui sont importantes. Tout cela aide à son isolement. En ce qui concerne le Sahara occidental, bien sûr, je suis pour le Sahara occidental. Je suis pour le Sahara occidental pour son indépendance, mais pas au point de rompre avec le Maroc, pas au point de faire du Maroc mon ennemi. On peut pratiquer une politique de soutien de cette cause tout en gardant de bons rapports avec le Maroc. L'Algérie, comme je l'ai dit tout à l'heure, connaît deux couleurs. Elle connaît le noir et le blanc. Elle ne connaît pas de couleur intermédiaire. Ce qui fait que lorsqu'elle s'engage dans une position, dans une orientation qui ne lui plaît pas, elle s'engage à 100%, c'est une politique infantile, c'est une politique infantile. Et lorsqu'elle s'engage dans une autre direction qui est bonne, elle s'engage absolument, de manière absolue. Maintenant, je tiens à dire, j'ai dit encore une fois, la dictature s'est raidie. Elle s'est raidie et elle frappera, elle frappera. Ça ne veut pas dire que ça nous plaît. Ça ne veut pas dire que ça nous plaît. Elle frappera pour maintenir cette cohésion. Alors maintenant, est-ce qu'elle n'est pas artificielle? Je vais en revenir sur cette question en profondeur. Mais j'insiste sur une chose. Il ne faut pas isoler la Kabylie. La Kabylie fait partie de l'Algérie. Elle fait partie de Tamsra, de l'Afrique du Nord. Tamsra est déjà suffisamment divisée avec les 6 pays que nous ont créés, les pays étrangers, d'abord avec l'apport intérieur quand même, 6 pays. Maintenant, les démultiplier encore, c'est s'engager dans une erreur qui n'aboutira absolument pas. Lorsque, après l'indépendance, les forces de l'extérieur sont rentrées en Algérie, leur premier chef, parce qu'ils ont voulu pratiquer une politique arabe à 100%, c'est d'isoler la Kabylie. Ils ont pratiqué une politique d'isolement de la Kabylie. C'est la politique arabe, ils ont pensé que la Kabylie était un danger dans l'immédiat ou dans l'avenir, c'est un danger, il faut donc l'isoler. Et ça a été un élément pour eux intéressant parce que c'est un élément d'union, unir tout le reste de l'Algérie contre la Kabylie. Et dans la Kabylie, on est tombé dans le panneau. On est tombé dans le panneau. Certes, ça a aidé les Kabyles à se réveiller sur la question nationale, alors que c'était les plus engagés dans la voie de l'arabisme. Je dis bien, dans l'étoile nord-africaine, c'est les plus partisans de l'Algérie arabe. Dans le PPA, c'est les plus partisans de l'Algérie arabe. Pendant la guerre de libération, c'est les plus partisans de l'Algérie arabe. Les partisans de l'Algérie algérienne, de la berbérité, ont été tués. Amar Ould Hamouda et Siwali ont été massacrés. Tous les partisans de l'Algérie algérienne ont été choisis l'un après l'autre et ils ont été tous tués. Ceux qui sont partis de France pour aider à la révolution, ils ont été tous tués. Malheureusement, pour la plupart d'entre eux, ils ont été tués par les nôtres, parce qu'ils sont partisans de l'Algérie arabe, parce qu'ils sont contre l'algérianité et contre la berbérité. Mais en s'attaquant à la Kabylie, parce qu'ils veulent l'isoler, elle a joué un rôle important pendant la guerre. Alors, ils ont peur d'elle, ils ont pratiqué une politique anti-kabyle, une politique violente anti-kabyle. Les Kabyles se sont ressaisis. Ce qui fait que d'un bloc, ils ont fini par prendre conscience de leur spécificité, Mais les Kabyles aussi sont rentrés dans le jeu, sans le savoir. Ils ont pratiqué une politique d'isolement. Et c'est catastrophique, et pour l'Algérie, et pour la Kabylie. Mais la Kabylie, c'est elle qui en souffrira le plus. Plus elle se maintiendra dans l'isolement, plus la Kabylie souffrira. Il faut s'ouvrir. Et là, j'aborde, si vous voulez bien, la question nationale en Algérie.
Personnellement, je suis dans une orientation qui est une orientation qui a existé depuis 1945. Avant, j'étais militant du PPA, comme vous le savez. J'étais partisan de l'Algérie arabe. C'était mon niveau de l'époque, c'était le niveau de l'AIMEJ, c'était le niveau de tous les gens de notre tendance, qui sont à l'origine de cette tendance. Mais ce qui nous attirait davantage, c'était l'indépendance du pays. Et petit à petit, on a évolué. On a compris à l'époque simplement au moins qu'une partie du pays, que la Kabylie n'était pas arabe. Voilà, ça on l'avait compris. Bon, il y avait des réactions dans ce sens. Il ne faut pas croire, notre niveau de l'époque n'était pas extraordinaire. Mais enfin, on n'était pas anti-arabes. Mais enfin, on ne savait pas que les Arabes sont des arabophones, simplement sont également des berbères. Ça, on le savait. C'est petit à petit que les choses se sont évoluées. Ça a été mon apport dans ce courant qui est en train de s'affirmer et qui l'emportera inévitablement. Ce courant qui l'emportera inévitablement. Alors, j'apporte en profondeur la question. L'Algérie n'est pas arabe, je l'ai toujours dit. L'Algérie n'est pas arabe. L'Algérie n'est pas arabe. L'Algérie n'est pas arabe. L'Afrique du Nord n'est pas arabe. L'Afrique du Nord n'est pas arabe. L'Afrique du Nord n'est pas arabe. L'Algérie est algérienne. L'Algérie est algérienne. L'Algérie est algérienne. L'Afrique du Nord est nord-africaine. Toute l'Afrique du Nord est berbère. Nous sommes tous des Imazighen, qui que nous soyons arabophones ou berbérophones. La question est tellement difficile que j'ai dû y consacrer d'immenses travaux. Tout mon travail intellectuel a été axé en quelque sorte dans ce sens. On confond l'élite algérienne, elle est insuffisamment développée. Y compris l'élite kabyle, elle est insuffisamment évoluée. Je le dis clairement, elle est insuffisamment évoluée, elle est même très limitée. J'ai donc fait des approfondissements. D'abord en lançant un certain nombre de mots d'ordre. Puis par la suite, en apportant des approfondissements dans mes écrits, dans mes ouvrages déjà publiés, et dans l'ouvrage que je suis en train de publier, sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Il ne faut pas confondre deux choses qui sont éminemment importantes. C'est l'identité ethnique et l'identité nationale. Ce sont deux choses qui sont différentes. Ethniquement, tous les Algériens, tous les Nord-Africains sont des Berbères. L'apport étranger est insignifiant. Celui de Rome est insignifiant. Celui des Vandales est insignifiant. Celui des Carthaginois est insignifiant. Celui qui est venu, comment on appelle, qui est venu de Turquie, comment on appelle ça? Et il est insignifiant. Celui des Arabes est insignifiant. À la fin de la domination arabe, il y a un certain nombre d'estimations qui ont été faites. Le nombre d'Arabes, en comptant ceux qui sont nés, qui sont des enfants mixtes, était de 200 000. Alors qu'à l'époque, on était 10 millions. 200 000 sur 10 millions. Et sur les 200 000, la plupart d'entre eux sont mixtes. Parce que les Arabes qui sont venus, ils ne sont pas venus avec leurs femmes. Sauf les Hilaliens. Avant, ils ne sont pas venus avec leurs femmes. Ceux qui sont venus, parce qu'ils ne sont pas venus avec leurs femmes. Ils se sont mariés avec les femmes du pays. Donc leurs enfants sont mixtes. En comptant cela, en comptant tout ce monde-là, il y a eu des évaluations qui ont été faites par des historiens et des sociologues, compte 200 000. Donc nous sommes tous des berbères. Tous, berbérophones et arabophones confondus. Ethniquement, nous sommes tous des berbères. On peut être berbère et parler le berbère. On peut être berbère et parler l'arabe. On peut être berbère et parler le français. Il y a quelqu'un, il y a très peu de temps, qui m'a interpellé pour me dire « Écoutez, moi je ne parle que le français, mais je suis berbère. » Eh ben, mais bien sûr qu'il est berbère. C'est pas parce qu'il parle le français, uniquement le français, qu'il est berbère du moment qu'il est d'origine berbère et que ses parents sont berbères. Nous sommes tous des berbères. Nous sommes tous des berbères. Nationalement, nous le sommes pas
il y a des différences. Et la différence réside simplement dans la langue. Elle réside simplement dans la... Très faiblement dans la culture, très faiblement dans la culture. En réalité, en Algérie, en Afrique du Nord, il y a des berbères berbérophones et il y a des berbères arabophones. Les berbères berbérophones prennent conscience sont censés prendre conscience plus rapidement parce qu'ils parlent la langue. Parce qu'ils ont vécu dans leur région avec leurs traditions anciennes qui n'ont pas grandement évolué. Ailleurs, il y a eu des évolutions. Il y a eu des évolutions. Ce sont des berbères qui petit à petit ont évolué vers la langue arabe. C'est un processus qui se poursuit d'ailleurs actuellement. Les Kabyles qui ont quitté la Kabylie pendant la guerre et qui ont quitté l'Arabie pendant l'insurrection islamiste pour venir à Alger, eh bien, une bonne partie d'entre eux parlent uniquement l'arabe. Mais ce n'est pas parce qu'ils parlent l'arabe qu'ils ont cessé d'être kabyles. Je me souviens personnellement, je ne sais pas si j'en ai parlé devant vous, j'ai été pour acheter des fruits chez un marchand. Le marchand lui-même, qui me connaissait très bien, n'était pas là. C'était son employé qui m'avait reçu, qui était assez âgé, la soixantaine au moins. J'étais en train de choisir quelques pommes, je choisissais les plus petites. Celles qui n'étaient pas aimées déjà. Mais en réalité, c'est les meilleures. Et puis, il est venu me voir, il m'a dit, il faut pas choisir. Et puis, il m'a dit, sur un ton qui m'est déplaisant, je lui ai jeté ça à la face. Et puis, voilà. Et puis, il s'est répandu en critique des Kabyles, c'est des racistes, etc., etc. J'ai pas aimé ça. Enfin, bon, passons. Et puis, j'ai cessé d'acheter chez lui. Mais lorsque je vais acheter mes légumes et mes fruits, je suis obligé de passer devant lui. Et il me regardait passer, le véritable propriétaire me regardait passer, et je n'allais plus chez lui. Alors, en fin de compte, il est venu chez moi. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne venez plus chez moi, alors. Dans le passé, c'est chez moi que vous achetez l'essentiel vous faites l'essentiel de vos achats. Et je lui ai dit, est-ce qu'il faut que je vous dise la vérité? Je lui ai raconté cette histoire. Il m'a dit, Anakbeili. Et puis il fallait bien le mettre. Et puis il a été voir l'autre pour le chasser. J'ai dit, non, il ne faut pas le chasser. Il faut lui faire la leçon. Il a peut-être des enfants qui ont besoin de manger, les nourrir, pour qu'ils trouvent du travail. Ce n'est pas une chose facile. Il faut discuter avec lui. Et c'est un exemple parmi d'autres que j'ai connu de manière personnelle. Chez les Chaouis, ils sont nombreux à parler l'arabe. Kateb Yassine est un arabophone. Mais Kateb Yassine est un Chaoui. C'est un Chaoui. On peut être arabophone et être berbère. Mais la prise de conscience, elle est plus facile à s'affirmer chez l'élément berbérophone du seul fait qu'il parle le berbère que chez l'élément arabophone qui sont encore dans le Moyen-Âge. Il ne faut pas l'oublier. Il faut toujours tenir compte du niveau de dévolution d'un peuple qui dépend en partie, c'est une réponse que je vous fais, du développement économique du pays. Plus un pays est développé économiquement, plus il est développé culturellement, plus il est développé socialement, plus il est développé intellectuellement, plus il a une conception des choses plus diversifiée, plus claire. Tandis que lorsqu'on est dans le Moyen-Âge, eh bien, le pays, y compris les Kabyles, était victime de l'aliénation nationale. La Kabylie a vite réagi du fait des circonstances dont j'ai parlé tout à l'heure. Ailleurs, maintenant, chez les Mozabites, elle prend conscience. Chez les Chaouis, elle est en train de prendre conscience et de s'affirmer. Elle est en train de s'affirmer. Et chez les Touaregs, on le voit bien. Est-ce que vous savez que, en ce qui concerne les Touaregs, qu'il y a un représentant des Touaregs qui est venu 7 ans dernier à l'université de Bougie avec l'autorisation du pouvoir. Il est venu à l'université pour chercher des enseignants berbères parce qu'il manque d'enseignants, leur niveau n'est pas suffisamment évolué. Est-ce que vous savez actuellement qu'il y a un rapprochement de plus en plus, qui se développe de plus en plus entre les Chaouis et la Kabylie? Il ne faut pas pratiquer la politique d'isolement. Ni entre les berbérophones, c'était ce que recherchait
le pouvoir. C'est la politique constante des services de sécurité sous Bouteflika. Et elle continue actuellement. Ils veulent nous séparer. Et il faut nous unir. Il faut nous unir. Il y a encore une fois en Algérie unité du pays du point de vue ethnique, mais sur la question nationale, il y a deux communautés nationales. L'Algérie est ethniquement unifiée, mais c'est un pays binational, comme je l'ai toujours dit. Un pays où il y a des arabophones et des berbérophones. Nous sommes unis par par notre origine commune. Nous sommes unis fondamentalement par la culture. Nous sommes unis par l'histoire. Au niveau de la langue, nous ne le sommes pas, c'est la différence qu'il y a. Au niveau de la culture, mais à l'échelle de tout le pays, il y a des spécificités. Pas simplement chez les arabophones, mais chez les berbérophones, mais également chez les arabophones. Il y a des spécificités, et ces spécificités, il faut les respecter. Il faut les respecter. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je suis pour un État fédéral, à l'Algérie algérienne fédérale, un État fédéral avec deux pays, un État berbérophone qui unit tous les éléments berbérophones où qu'ils se trouvent, et un État arabophone. Avec quelle langue? Les berbérophones, leur langue nationale, c'est la langue berbère. En ce qui concerne les arabophones, leur langue nationale, c'est l'arabe algérien. Ce n'est pas la langue arabe classique qui est une langue de l'étranger. C'est une langue de l'aristocratie étrangère, des ennemis de l'islam, des ennemis du prophète. C'est une langue à rejeter. Toutes ces langues aristocratiques sont mortes à travers l'histoire. C'est le cas de, comment s'appelle cette langue qui a existé dans l'Inde, le sanskrit. C'est le cas du grec ancien. C'est le cas du latin classique. Elles sont toutes mortes. Ce sont les langues nationales qui finissent par l'emporter. En Algérie, il y a deux langues nationales. C'est la langue berbère pour la communauté berbérophone qui doit être officielle et qui doit être reconnue comme telle dans les faits. Et chez les arabophones, c'est la langue arabe parlée du pays. Qu'ils me permettent de dire, en m'emportant peut-être à bas la langue arabe classique, qui n'est pas notre langue nationale, qui est une langue aristocratique, qui est une langue ségrégationniste, une langue antipopulaire. Et vive les langues nationales, vive la langue berbère et vive l'arabe algérien. La communauté berbérophone et la communauté berbère arabe doivent vivre dans la grande amitié, dans la grande fraternité, parce que ce sont des frères, ce sont deux communautés sœurs. Il faut travailler à développer cette fraternité, cette grande amitié qui doit les unir. Nous sommes tous les mêmes. Nous ne devons faire aucune différence entre l'élément berbérophone et l'élément arabophone. Est-ce que je rejette Kateb Yassine, que je considère comme l'un des fondateurs de la culture algérienne? Est-ce que je rejette Mohamed Dib, qui en ma présence, sans qu'il sache qui je suis? Les circonstances nous ont réunis un jour, mais en moins d'une demi-heure, il a prononcé, nous les berbères, à propos des développements qu'il faisait, qui n'avaient rien à voir avec la politique d'ailleurs. Nous les berbères, nous les berbères, nous les berbères, nous les berbères. Presque 10 fois, je ne sais combien de fois, nous les berbères. Est-ce que je suis contre Mohamed Dib? Ce sont des gens qui ont pris conscience avant les autres. Et les autres vont prendre conscience de manière progressive. Plus la modernité s'affirmera, plus on s'arrachera à la pensée médiévale,
et plus on finira par comprendre que nous sommes tous des nationaux de l'Algérie, de l'Afrique du Nord. Tamza, la berbérité, Tamza triomphera, pas simplement pour les berbérophones, mais également pour l'élément arabophone. Et l'élément le plus avancé, les éléments les plus avancés d'Algérie, qu'ils soient kabyles, chaouis, ou arabophones, parce qu'actuellement il y a certains qui prennent nettement position. Nous ne devons faire aucune différence dans notre politique nationale entre l'élément berbérophone et l'élément arabophone. Nous devons travailler pour l'unité, pour la fraternité, pour le triomphe de l'Algérie algérienne, pour le triomphe de l'Afrique du Nord nord-africaine, pour le triomphe de Tamzra. Et elle s'imposera historiquement, qu'on le veuille ou non. Si j'en suis arrivé à cette conclusion précisément, c'est à cause de cette évolution que j'ai connue moi-même, mais parce que la philosophie de l'histoire m'a passionné, je l'ai approfondie et j'ai travaillé dans ce sens. C'est ce qui me permet de dégager tout cela et d'essayer de le faire connaître. Et actuellement, les idées sont en train de se répandre et de s'imposer. Alors, il nous reste 10 minutes. Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'élection de Trump? Et d'après vous, Écoutez, moi j'aurais aimé qu'on se concentre sur l'Algérie, sur l'arabité par exemple, sur le problème de l'arabité. Moi je ne peux pas supporter cet homme-là, je le considère comme une catastrophe. Hein. Je ne peux pas supporter ça, même sa vue, je ne peux pas la supporter. Je vais jusqu'à me dire que pour que cet homme soit arrivé à représenter l'Amérique, il faut croire que les Américains sont plus arriérés que les Algériens, et de beaucoup. S'il est représentatif de la société américaine, il faut croire que les Américains, en bonne partie, sont des arriérés. Ils sont encore dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, si vous le voulez bien, en ce qui concerne le monde arabe, il faudra que j'apporte un certain nombre de précisions. Hein. En ce qui concerne la Palestine, j'ai dit que je soutiens cette politique. Mais il faut la soutenir en tenant compte des intérêts de notre pays. Nous sommes berbères, je n'ai aucune raison de me dire arabe. Je suis qui je suis. Est-ce qu'on a vu des représentants français, du gouvernement français, ou tous ces qui les représentent, se dire nous sommes des Allemands? Ouais, ça ne peut pas se faire. Est-ce que les Allemands se disent être des Français? Ça ne peut pas se faire. Il faut vraiment avoir une pensée vraiment bien basse de ses origines pour les renier et se faire passer pour des Arabes. L'Algérie n'est ni française, ni arabe. Se réclamer de l'arabité, c'est de la trahison. Cela ne veut pas dire que nous devons brutalement rompre avec les Arabes. Nous n'avons aucune raison de rompre avec les Arabes. C'est pas parce que nous aurons cessé d'être arabes que nous rompons avec eux. Au contraire, je suis avec les rapports les meilleurs avec les pays arabes. Les meilleurs rapports possibles. Cela d'autant plus qu'il y a une affinité civilisationnelle dont il faut tenir compte. Il ne faut pas rester dans le vague, dans les nuées intellectuelles. Il faut rentrer dans le pays. Attention, on développe, je m'excuse de le dire, on développe des idées de libre pensée comme ça parmi les intellectuels, mais auprès du peuple. Le peuple est musulman, il est religieux. Une politique qui ne tient pas compte des réalités n'est pas une politique. Maintenant, il faut travailler à développer les idées de progrès. Il faut libérer le peuple de l'aliénation nationale. Il faut le libérer de cette aliénation et il faut développer des idées religieuses, mais des idées religieuses modernes, l'adaptation de la religion à l'époque moderne. Est-ce qu'il n'y a pas une exagération de la religiosité, justement? Mais bien sûr qu'elle existe, c'est pour ça qu'il existe des islamistes. C'est pour ça qu'il faut combattre des islamistes. Les islamistes existent beaucoup, c'est un danger qu'il ne faut pas oublier. Et moi, dans la politique que j'ai menée, j'en ai constamment tenu compte. En ce qui concerne le pouvoir actuel, je considère que chaque fois qu'il s'engage dans une politique antinationale,
il faut le critiquer et le critiquer avec la plus grande sévérité. Mais à l'époque actuelle, tout en le critiquant, il faut créer des conditions qui favorisent son entrée dans l'algérianité, dans la voie du développement économique, dans la voie du développement intellectuel, de l'émancipation des esprits. Il faut travailler dans ce sens. Comme le disent certains philosophes, on ne peut demander à une époque que ce qu'elle peut donner. On peut demander à une époque ce qu'elle peut donner. Et j'agis, moi, dans ce sens. C'est bien d'approfondir cette question-là. Oui. Darachid, 97 ans. Allah يبارك. Mais franchement... J'ai tendance à vous dire, je ne vous le souhaite pas. Vous vous portez... Vous savez, si c'est pour devenir un jour ou l'autre un légume, il vaut mieux pas. Ah ben, pas du tout, hein. Là on a la preuve irréfutable que... Perdre sa sérénité. Nous avons affaire à un jeune. Mais toute cette énergie, c'est incroyable quand même. Vous savez, moi, attention, ma vie, elle est... Je vis avec ça, hein. J'ai presque tendance à dire, c'est toute ma vie. Le reste, c'est pour vivre. Si j'ai été avocat, c'est pour vivre. Il faut bien que je gagne ma vie, que je ne dépende de personne. J'ai tenu à mon indépendance de ce côté-là, mais toute ma vie a été concentrée dans ce sens. Toute ma vie, c'est la berbérité. Toute la vie, c'est Tamsra. Toute la vie, c'est l'unité de Tamsra. C'est l'unité de l'Afrique du Nord. J'ai dit que l'indépendance de la Kabylie est une impossibilité historique. Je crois que vous connaissez la formule que j'ai prononcée à m'a posée pour la première fois cette question en Algérie. J'ai eu cette réponse rapide. Non seulement c'est une impossibilité historique, mais aussi elle n'est pas réalisable. Aucun pays n'acceptera qu'une partie de ses terres lui soit enlevée. Aucun pays. On voit bien les Turcs vis-à-vis des Kurdes. Aucun pays, quel qu'il soit, n'acceptera de se séparer d'une petite territoire. Si jamais un incident insurrectionnel, parce que pour détacher un chef de pays, il ne faut pas croire que c'est par la voie passive et par la voie de la démocratie. Cela d'autant plus que durant des décennies, l'Algérie ne connaîtra pas la démocratie. Donc, un incident qui peut conduire à une insurrection ou un début d'insurrection, ça sera catastrophique pour la Kabylie. Parce qu'on détruira la Kabylie, on la détruira. On la détruira par des tanks, on la détruira par l'aviation, on la détruira par les bateaux, on détruira la Kabylie. C'est la Kabylie qui souffrira. Jamais la Kabylie ne pourra accéder à l'indépendance. C'est une impossibilité historique. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Pardon ? C'est ce que j'ai développé, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Maintenant, nous n'avons pas suffisamment parlé des choses. Nous n'avons pas parlé des choses. Le pouvoir a réussi dans sa politique d'isolement de la Kabylie. Et la Kabylie a cessé d'avoir de l'influence sur le développement en Algérie. J'ai toujours dit qu'il faut en Kabylie pratiquer une politique d'ouverture. Mais j'ai appelé les Chaouis à se mettre dans la danse. Lorsque je l'ai fait, les prises de conscience étaient faites d'individus. Maintenant, ça commence à devenir un phénomène de masse. C'est vrai. Plus on va, plus les Chaouis s'attirent. Arabophones et berbérophones confondus. Absolument. Les arabophones aussi. Il y a même certains qui pensent maintenant à reprendre la langue chaoui. Ces derniers temps, une fille de Tébessa, donc de Nemencha, est venue faire une conférence en berbère et en faveur de la berbérité à Batna. Une jeune étudiante, c'est des tout derniers temps, cette année, elle a traduit Camus, elle a traduit l'étranger. J'aime pas Camus, j'aime pas l'étranger.
Depuis que j'ai lu l'étranger, je ne peux plus supporter Kamel. Je ne suis plus arrivé à le lire, sauf ses écrits sur la bordure de Tipazage, etc., qui sont vraiment des œuvres d'un style absolument remarquable. Bon. Mais sinon, je ne l'ai plus supporté. Je n'ai plus supporté. Mais enfin, elle a traduit Camus. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a maintenant des œuvres qui sont écrites par les Kabyles en berbère, elles sont écrites maintenant par les Mozabites en berbère, elles sont écrites par les Chaouis en berbère, et bientôt ça sera les Touaregs. Il faut travailler à l'unification de ces forces berbères, qui existent en réalité partout, attention, il ne faut pas croire qu'il y a que ces régions, et puis la région de Tifaza où il y a des berbérophones, hein, ils sont partout. J'ai rencontré des gens de Tlemcen, ils me disent, mais nous avons des régions entières qui parlent le berbère, qui parlent, paraît-il, de moins en moins, par suite de la politique de Bouteflika, d'arabisation et des islamistes. Mais un peu partout, on parle le berbère. Dans la région de Médéa, il y a deux douars qui parlent le berbère. Darachid, si vous voulez en parler, le prix qu'a eu Kamel Daoud récemment. Que voulez-vous que je vous dise? Je n'ai pas lu son œuvre. Est-ce pour des raisons littéraires qu'il a pu avoir cela? Est-ce pour des raisons politiques? C'est beaucoup plus la droite qui a voté pour... Peut-être les deux, peut-être l'élément politique prévaut sur l'élément littéraire. Je ne peux pas me prononcer de manière totale. Que voulez-vous que je vous dise? Lui, comment il s'appelle celui-là, j'ai oublié son nom également. Ismila Khadra? Non, pas non. 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 Comment il s'appelle celui-là? Morad, il aurait pu me le siffler. Bon, leurs orientations sont bonnes, mais il y a des compromissions qui sont regrettables. Voilà. Il y a des compromissions qui sont regrettables, qui sont subjectifs, lorsque on veut faire de la bonne politique, lorsqu'on est vraiment philosophe, comme on dit, n'est-ce pas, comme on dit. Et lorsque on a accédé à un niveau, on transcende toutes ces questions-là. On transcende toutes ces questions-là. On évite d'être trop subjectif. Il faut être objectif et regarder les choses telles qu'elles sont. Or, j'ai des doutes sur l'objectivité et de Sansal et c'est dommage parce qu'ils ont des qualités qui sont incontestables. Des qualités qui sont incontestables. Vous savez, la religion, il faut savoir se définir par rapport à la religion. Là, je sais bien ce que vous en pensez. Il ne faut pas oublier qu'elle vienne du ciel ou qu'elle s'élève de la terre. La religion, lorsqu'elle naît, c'est qu'elle répond à une situation déterminée de l'évolution d'une société, là où elle est née. Et lorsqu'elle évolue, c'est avec l'évolution des sociétés qui les ont adoptées, qu'il s'agisse du christianisme ou qu'il s'agisse de l'islam. Parfois, elles arrivent jusqu'à se morceler, selon que certains veulent absolument rester dans la pensée vieillotte, dans la pensée ancienne, tandis que d'autres, avec l'évolution des forces économiques et des forces culturelles, avec l'évolution des sociétés, ils tiennent à faire des adaptations positives, progressives. Il faut travailler à arracher l'islam aux islamistes. Il faut travailler... Et aux politiciens aussi. Y compris les politiciens pour créer des conditions. Il faut faire en sorte que l'on crée une atmosphère qui permette d'adapter
la religion à l'époque moderne. Mais prendre actuellement une position anti-religieuse, c'est être contre-productif. C'est en réalité travailler contre soi, contre les idées que l'on développe. Personnellement, mon combat est contre l'islam politique et non pas contre le musulman. Voilà. Donc, on arrive à la fin. Darachid, c'était un plaisir, franchement. Vraiment un plaisir de faire cette interview. J'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Et je le souhaite en tout cas. Je le souhaite en tout cas. En tout cas, j'ai un âge où il faut s'attendre à tout. Hein. Aujourd'hui, je vous parle. Je le dis tous les ans. À chaque fois, vous dites la même chose. Hein. Attention, je vous assure, je passe parfois des nuits sans sommeil. Hein. Parfois des nuits sans... Cette nuit, par exemple, je me disais que j'étais incapable de vous faire cette interview. Je ne sais pas dans la forme comment elle est, mais enfin, je me suis dit, je n'aurais pas la sérénité et la facilité d'élocution qu'il faut. Déjà, la facilité d'élocution auprès de mes amis. Je me suis ouvert à certains amis pour leur dire, même en discutant là, certains mots communs ne viennent pas. Ça vient lorsque je suis en plein combat, je suis en pleine bataille. Est-ce que j'ai été fluide? C'est à vous de savoir si j'ai été fluide. Absolument, comme d'habitude. Voilà. Juste pour vous dire qu'on est deux à passer une nuit blanche. Moi aussi, je n'ai pas fermé l'œil encore. Encore une fois, je vous remercie d'être venu pour cette interview. Vous savez très bien que j'y tiens absolument. Des Chaouis. Actuellement, ils peuvent jouer un grand rôle. Pas les Kabyles, malheureusement, qui sont isolés. Ils peuvent jouer un grand rôle. Si les Chaouis prennent conscience, berbérophones et arabophones confondus, si les Chaouis s'unissent aux Kabyles, berbérophones et arabophones confondus, si la prise de conscience s'affirme comme je le fais, comme je le dis en tout cas, à travers toutes les masses populaires, qu'elles soient berbérophones et arabophones, nos idées finiront par s'imposer au pouvoir, et le pouvoir maintenant en tient compte, et plus on ira, plus il sera obligé d'en tenir compte. L'essentiel, c'est de travailler les masses, c'est d'unir les éléments berbérophones, pour qu'ils en fassent qu'un. C'est travailler à la fraternité des éléments berbérophones et des éléments arabophones. C'est travailler à leur éveil dans le sens de l'algérianité et de la berbérité. C'est de travailler dans le sens pas simplement de l'Algérie, mais dans le sens de l'Afrique du Nord entière, dans le sens de Tamsra. Encore une fois, vive l'Algérie algérienne, vive l'Afrique du Nord nord-africaine, vive Tamsra, à bas l'Algérie arabe, à bas le Maghreb arabe. Merci beaucoup, Darachid.